Bonjour et bienvenue à cette édition des Rendez-vous de travail et sécurité consacrée aux conditions de travail dans les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce rendez-vous fait suite à la publication dans Travail et sécurité, le magazine de la prévention des risques professionnels, d'un dossier consacré à ce sujet. L'accompagnement et la prise en charge des personnes âgées dépendantes représentent un enjeu sociétal majeur. Il existe aujourd'hui en France environ 7500 EHPAD qui accueillent 600 000 personnes dans des places d'hébergement. Des établissements publics, privés, commerciaux et associatifs, dans lesquels le personnel est confronté à des risques professionnels nombreux. Après 2 années de crise sanitaire, que peut-on dire des conditions de travail en EHPAD? À quelles difficultés la profession doit faire face? Quelles réponses peuvent être données? Et comment les métiers sont-ils amenés à évoluer? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Florence Milori, vous êtes expert d'assistance conseil à l'INRS. Bonjour. Alain Brunel, vous êtes ingénieur conseil à la CARSAT Sud-Est. Bonjour. Maude Bouin, vous êtes animatrice de prévention à la résidence Chambéry Bonjour. de Villenave-d'Ornon, dans la Gironde. C'est un établissement du groupe Mieux Vivre. Qui a combien de salariés pour combien de résidents accueillis? On a à peu près une 60aine de salariés pour 105 résidents accueillis. Et Alexandre Vernet, vous êtes directeur de la résidence retraite du cinéma et du spectacle à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne. Bonjour. Même question que pour notre premier témoin. Combien de salariés pour combien de personnes accueillies? Alors, notre association accueille 130 personnes âgées très dépendantes pour 82 ETP. ETP, équivalent temps plein. Merci. Pour commencer, je vais me tourner tout d'abord vers les experts du réseau Assurance Maladie Risques Professionnels. Qui sont ces travailleurs en EHPAD? Et on pense bien sûr aux soignants, mais il n'y a pas que, on suppose, Florence Milori. En effet, dans un EHPAD, il y a du personnel administratif et d'encadrement, du personnel d'animation, les professions de santé, infirmières, aides-soignantes, mais également des professionnels qui assurent l'entretien des locaux, des professionnels qui travaillent dans la cuisine et en général un agent de maintenance technique. Alors, ces professionnels représentent environ, pour un EHPAD de 80 lits, une 50aine de personnes salariées et certaines des fonctions peuvent être externalisées. Par exemple, la fonction de restauration et de traitement de linge des résidents. Et à quels risques professionnels sont confrontés ces personnels? Alors, tous les professionnels sont confrontés aux risques psychosociaux, stress, violences internes et externes. Les professionnels d'encadrement sont confrontés aux risques de travail sur écran et de travail de bureau. Les troubles musculo-squelettiques et les chutes de plein pied concernent les paramédicaux, les personnels qui assurent l'entretien des locaux, de cuisine. Il y a également le risque infectieux qui a concerné tous les professionnels lors du Covid, mais essentiellement les professionnels paramédicaux. En cuisine, il y a également des risques de coupure et de brûlure. Et s'ajoutent en plus pour les personnes qui assurent l'entretien technique, les risques électriques et d'outillage à main. Nous venons de traverser 2 ans de crise sanitaire. Et quel bilan peut-on en tirer? Où en est-on notamment par rapport aux risques psychosociaux dont on parlait à l'instant et aux problématiques d'épuisement professionnel notamment? Alors, la crise sanitaire, l'impact a été très important sur la gestion des ressources humaines. Il y a eu une forte incidence sur les professionnels de santé avec l'absentéisme et également des développements des risques psychosociaux liés au fait de sectorisation, d'isolement des personnes âgées et parfois le nombre de décès qui a été plus important que dans une période hors contexte de pandémie. Alain Brunel, est-ce que vous souhaitiez compléter la réponse? Oui, tout à fait. Oui. Je pense que le secteur des EHPAD, plus globalement, a toujours été un secteur à fort taux d'accidents du travail et maladies professionnelles. Et c'est vrai que la crise sanitaire n'a rien arrangé, plutôt aggravé ce qu'on appelle la sinistralité, le taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'absentéisme, le turnover et surtout la désinsertion professionnelle. Et à ce titre,
Aujourd'hui, la profession est très demandeuse pour des démarches qui vont renforcer l'attractivité des métiers pour pouvoir davantage embaucher et maintenir les salariés en poste. Et vous le disiez à l'instant, pour améliorer cette attractivité, il faut notamment réduire la sinistralité. Comment est-ce que le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel, qui comprend les CARSAT, peut-il accompagner les établissements dans leur démarche de prévention ? Alors, la tête de réseau des risques professionnels, Assurance Maladie Risque Professionnel, la Caisse nationale a mis en place pour cela un programme national prioritaire qui se nomme TMS Pro et donc qui s'adresse qui va concerner plus de 1100 EHPAD depuis 4 ans, qui représentent 14% des établissements. Et c'est 14% des établissements qui sont les plus sinistrogènes, qui ont le plus d'accidents du travail, maladies professionnelles. Alors, ce programme national est en fait un parcours qu'on demande de suivre à l'établissement, qui est décomposé en 4 étapes et 28 questions. Et ces questions doivent être renseignées sur un site dédié à ce programme. Alors pour cela, les établissements qui sont concernés par ce programme bénéficient de l'accompagnement d'un préventeur de sa caisse régionale qui lui permet de l'aider dans l'acquisition d'une excellente autonomie dans la prévention des TMS. Donc TMS, c'est troubles musculo-squelettiques, c'est quand même la plus grande cause d'arrêt de travail en EHPAD aujourd'hui. Mais il reste 86% d'autres établissements. Et ces autres établissements peuvent tout à fait demander de l'aide auprès de leur caisse régionale et la caisse régionale pourront déléguer un préventeur pour les accompagner sur la prévention des TMS ou sur tout autre sujet qui le souhaiterait. D'accord. Pour reprendre un petit peu ce sujet qui semble complexe, en réalité, les CARSAT ciblent les entreprises les plus sinistrogènes, entre guillemets, hein, les plus sinistrées en termes d'arrêt de travail, d'accidents et de maladies professionnelles, mais également les entreprises peuvent faire appel aux CARSAT si elles le souhaitent, sans entrer dans ce Oui, ciblage dans le programme, ça ne sera pas lié au programme TMS Pro nécessairement, mais par exemple, pour une démarche, pour la prévention par l'aide, que les risques psychosociaux, c'est un risque très important en EHPAD, mais les CARSAT et les préventeurs spécialisés peuvent les accompagner dans, on va dire, l'amélioration de la prévention de ce risque. À travers ce programme TMS Pro, c'est toute une ingénierie qui est mise à disposition avec des ressources et des partenariats possibles pour enclencher une démarche positive de prévention. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Voilà, donc dans le programme TMS Pro, on a parlé de 4 étapes. Il y a une deuxième étape qui est très importante, c'est en fait l'identification de relais dans l'établissement qui seront les acteurs qui sont ou qui seront les acteurs de la prévention. Or, ces relais, il faut les identifier, les nommer. Alors, au préalable, il faut qu'il y ait un engagement de la direction, hein, c'est aussi très important. Et puis, surtout, les former. Hein. Et donc, pour cela, le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel a mis en place 2 référentiels majeurs pour former les acteurs de la prévention dans les EHPAD. Alors, un premier référentiel de formation qui se nomme SMS sanitaire médico-social, c'est un ex-HAPA, hébergement et accueil pour personnes âgées, permet de sensibiliser le directeur sur une journée de formation et ensuite de former un animateur de prévention dans l'établissement qui sera le futur coordonnateur du plan de prévention dans l'établissement. Donc là, on se situe au niveau du pilotage de la démarche de prévention. Et le second référentiel de formation est destiné aux agents, puisqu'il faut s'adresser à toutes les catégories de personnel, aux agents des EHPAD. C'est le référentiel Acteur PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Et donc là, on va former des personnels qui seront aussi des relais et qui seront capables de mener une étude de situation, de poste de travail, de situation à risque pour faire des propositions concrètes d'amélioration qui seront reprises ensuite dans le programme de prévention par l'animateur de prévention et la direction.
Et précisément, ce programme PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique dans le secteur sanitaire et médico-social, donc PRAP2S, en termes de sigle, intègre désormais une démarche particulière, Florence Milori. En effet, il s'agit de la démarche accompagner la mobilité de la personne aidée tout en prenant soin de l'autre et de soi, dite ALM, qui est une démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques qui consiste à effectuer lors de chaque activité de soins de transfert une évaluation des capacités d'une personne aidée à accomplir toute ou partie des éléments constitutifs d'un déplacement et à ne venir compenser que les capacités abolies. Donc en fait, ne pas faire à la place de, laisser la personne aidée faire ce qu'elle est en capacité de faire, et de fait, le soignant vient choisir l'accompagnement, qui peut être d'une simple guidance verbale à l'utilisation d'un drap de glisse ou d'un lave-personne sur roue ou sur rail, pour compenser les éléments que la personne ne peut pas faire pour réaliser le déplacement. Donc cette démarche ALM, donc accompagnement à la mobilité, c'est vraiment prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Voilà, elle supprime tout port de charge délétère de plus de 10 kg pour un soignant. Donc elle va laisser un soignant dans des conditions de travail satisfaisantes, et elle va permettre un relationnel de qualité lors de l'activité du soin de transfert. Et peut-on parler d'ores et déjà de résultats en termes de déploiement de ces dispositifs, de ces référentiels, de ces formations? Alors, le dispositif est en cours d'intégration dans le dispositif de formation démultiplié de l'Institut national de recherche et de sécurité. Et actuellement, l'équipe pédagogique nationale a formé les formateurs de formateurs qui finissent de former les formateurs à la démarche PRAP2S, et les acteurs seront formés ensuite. Et Alain Brunel, au niveau des CARSAT, on a déjà ce déploiement auprès des entreprises? Alors, en fait, je pense qu'on peut parler de résultats déjà depuis de plusieurs années. Je pense qu'il y a des centaines d'établissements pour en témoigner sur le territoire. Alors là, je parle plus globalement d'une démarche de prévention. On a parlé des référentiels qui existent depuis 2015, HAPA, SMS tout à l'heure, et qui ont permis de mettre en place des démarches de prévention dans des centaines d'établissements en France. Le référentiel ALM, accompagner la mobilité associée à la formation d'acteurs PRAP2S, c'est plus récent. Donc c'est aujourd'hui, c'est une culture à faire évoluer, c'est une conduite du changement qui est en cours. C'est difficile de parler de résultats à ce jour, mais les progrès sont quand même visibles très concrètement dans les établissements. C'est un changement de paradigme, comme on dit, donc de façon d'approcher les personnes dépendantes. Bien, je vous remercie pour ces éclairages. Et je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie, qui va être consacrée donc au témoignage entreprise. Nous accueillons tout d'abord Alexandre Vernet, donc directeur de la résidence retraite du cinéma et du spectacle à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne. Vous êtes vous-même, Alexandre Vernet, soignant à l'origine. Il semble que beaucoup de professionnels se disent encore que se faire mal au dos, ça fait un peu partie des risques du métier. Qu'est-ce qui, chez vous, a créé le déclic de la prévention ? Alors le déclic a été plutôt simple, puisque finalement c'est au décours d'une visite d'un contrôleur sécurité prévention santé des caisses régionales d'assurance maladie d'Île-de-France qui est venu voir mon établissement, puisque nous avions des indicateurs très délétères pour la santé de nos soignants, et du coup qui est venu me présenter un certain nombre de mesures, de propositions, de formations à laquelle j'ai pu adhérer, notamment une formation qui s'est passée sur l'hôpital Paris-Saint-Joseph, qui vise à former une équipe de préventeurs santé au sein même de la structure, avec deux dispositifs. Un dispositif pour le dirigeant, pour qu'il puisse avoir les clés de lecture suffisantes pour accompagner la personne référente de terrain. Formation que le directeur suit sur 5 jours, c'est quand même un investissement important. Et puis la formation effectivement du référent TMS, qu'on appelle comme ça, plus largement maintenant pour nous référents préventeurs santé, sur 13 jours. Actuellement, nous avons 2 autres soignants, aides-soignants, qui sont en formation actuellement pour
étoffer cette équipe qui nous paraît insuffisante. Et en fait, pour vous, cette formation a modifié le regard que vous portiez justement sur la santé des soignants et des équipes. Et cela a remis en question un petit peu ce que vous appreniez en formation initiale. C'est bien cela? Oui, totalement. En fait, il faut savoir que, comme j'ai commencé effectivement des formations infirmiers, j'ai eu un parcours un petit peu évolutif, j'ai pu transposer certaines données que nous avons données en formation, notamment sur la sociologie et le corpus soignant au sens large du terme, à savoir que le soignant, au sens de l'origine de son métier, va se dévouer à la tâche, va se donner et va être corvéable à merci pour, vaille que vaille, finir la journée et en intégrant toutes les dimensions organisationnelles, la complexité aussi du travail du quotidien. Et c'est là que j'ai pris conscience effectivement que le soignant, par origine, va accepter, à une acceptabilité du risque qui peut être délétère justement pour sa santé. C'est là que je me suis rendu compte que moi, en tant que décideur, finalement, j'avais mon pouvoir d'action et que je devais entrer en action à ce moment-là. Précisément, nous allons regarder maintenant un témoignage avec l'expérience de la résidence Éleusis à Saint-Thibault-des-Vignes en Seine-et-Marne. Et donc, nous allons écouter les témoignages de la directrice de l'établissement et de 2 aides-soignantes. Cet établissement du groupe Domus Vie accueille des résidents qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et après un état des lieux de l'organisation et des équipements, il a initié une démarche dite de soins d'autonomie qui a transformé l'activité. Je vous propose maintenant d'écouter et de voir ce reportage. Depuis la formation, on travaille autrement. On fait les gestes techniques à l'aide du matériel qui est mis à notre disposition. Donc, on pratique le soin d'autonomie qui a pour but de ne plus avoir à porter le résident pendant les soins, mais en lui donnant des consignes par rapport à chaque situation. On va laisser nous guider un peu dans les mouvements qu'il fait de toute façon tous les jours. Tout ce qui est se brosser les dents et tout ça, on va laisser faire. On va pas se dire qu'on n'a pas le temps et tout ça, on essaie de le laisser faire. On va élargir cette démarche aussi à tout le reste de l'établissement, toutes les équipes de l'établissement. Donc d'abord, on a fait le soin parce que c'est finalement en termes numériques, c'est le plus important. Donc en termes de représentation du nombre d'accidents du travail, c'est forcément les plus représentés. Mais on oublie un peu l'hôtellerie parfois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaite intégrer l'hôtellerie dans cette formation parce qu'eux aussi, ils ont besoin de prendre soin de leur santé. Ils ont besoin d'être acteurs de leurs propres conditions de travail et vraiment avec une étude de l'organisation, quitte à revoir l'organisation. Une réaction peut-être de la part des experts tout d'abord, et puis ensuite nous reprendrons évidemment avec vous, Alexandre Vernet, et avec vous, Maud Boin, si vous le souhaitez. Je crois qu'on voit bien ce qui a été présenté, la démarche ALM, c'est un triple objectif. Donc faire participer au mouvement le résident dépendant pour le garder, ce qui garde sa motricité. Soulager le dos des salariés, c'est-à-dire moins les exposer aux contraintes mécaniques en fait, en soulevant le moins possible, et ensuite utiliser le mieux possible les aides techniques à disposition, choisies judicieusement. Donc voilà, là concrètement ce que ça démontre. Maud Boin, on reviendra après sur votre établissement, mais, et notamment en ce qui concerne les équipements, mais au niveau de la formation, vous reconnaissez un petit peu ce type de démarche dans ce que vous avez initié vous-même? Alors totalement, la notion de culture d'entreprise est fondamentale et de s'allier avec l'ensemble des acteurs qui vont aussi pouvoir influencer aussi la vie de l'EHPAD, c'est-à-dire l'infirmière coordinatrice, que ce soit la responsable hôtelière, le technicien de maintenance qui va bricoler, mais chacun a un rôle, l'ergothérapeute, voilà. Et c'est vrai que, alors moi, je suis très sensible à cette notion d'autonomie, je suis psychologue de formation, donc je ne peux que être sensible à ça. Et donc moi, je le pratique depuis toujours, ne serait-ce que parce que j'aime bien qu'on m'explique ce qu'on va me faire, donc je pars du principe que je dois faire pareil avec une personne dont on s'occupe. Et finalement, je l'ai déjà toujours promu, puisque du coup, mes collègues me disaient avec toi, ça se passe toujours bien. Finalement, je lui dis oui, mais j'ai mis des petites choses en place. Donc, on revenait sur ces choses où on expliquait, regarde, là, j'ai pris le temps d'expliquer aux résidents que j'allais venir. Des fois, je prenais 5 minutes avant
d'aller à la toilette ou parce que j'avais le temps d'aller voir ma collègue. Et puis du coup, je dis, tu vois, pendant que tu prépares ton chariot, tu peux avoir anticipé des choses et finalement préparer, anticiper et pas faire pendant. Ça aussi, c'est très important d'expliquer que je vous tourne ou je vais faire telle démarche. C'est pas je l'initie en même temps. C'est vrai que ça demande un effort au départ parce que c'est une manière de travailler. Il faut dire avant de faire. Et ça permet que le résident ait compris le sens dans lequel on allait aller et en effet qu'il participe volontairement à la démarche et ça même dans une évolution avec des pathologies différentes. Très bien. Alexandre Vernet, vous mettez en place le même type d'approche qui vise à porter le moins possible, voire à ne plus porter. Qui avez-vous formé dans l'établissement et comment envisagez-vous le déploiement de cette démarche ? Alors en premier lieu, nous avons formé la cadre de santé. Pour des raisons de disponibilité à l'époque, uniquement. Et puis actuellement, donc 2 aides-soignants sont en cours de formation pour la méthode, pour déployer la méthode. Ce que nous cherchons à obtenir, c'est d'avoir véritablement des acteurs de préventeurs qui puissent non seulement former leurs pairs, on pense que c'est important, mais également, j'ai envie de dire, mettre en place cette fameuse culture dont parlait Maud, qui est importante, cette culture que nous voulons déployer dans la durée. On parle beaucoup, les experts en ont beaucoup parlé par avance, du turnover des équipes, etc. Donc ce sont des choses qu'il faut inscrire dans l'ADN des établissements et être vigilant à ce qu'elles continuent et qu'elles perdurent. Y compris en déconstruisant certains acquis Tout à fait. que les gens pensaient absolument inaltérables. Tout à fait. On a des réactions justement d'une aide-soignante qui est en formation actuellement et qui dit « Mais attendez, Monsieur Vernet, vous nous avez envoyé en formation, mais c'est pas du tout ce qu'on a appris à l'école. » Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, et vous parliez d'accompagnement au changement, c'est quelque chose qui est important. Il faut qu'on soit présent. L'importance, effectivement, de l'engagement de la direction dans la poursuite du message est aussi un vecteur pour moi de succès. Et puis, bien évidemment, vous parlez de pluridisciplinarité, quand on entend votre message, Maud, et la pluridisciplinarité, c'est quelque chose qui doit être à l'échelle de l'établissement. Je pense que c'est important que chaque acteur de l'accueil soit empreint de cette méthode pour pouvoir la promouvoir et permettre sa survie et qu'elle continue, parce que c'est quelque chose qui demande aucun relâchement. Ça, c'est les enseignements que nous avons. Et en ce qui concerne maintenant les achats de matériel, les équipements, qu'est-ce que cela a changé dans votre approche au niveau de votre établissement ? Notre établissement est bien doté en termes de matériel. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements faits par les ARS, par les caisses d'assurance maladie, par les CARSAT et par la CRAMIF, par exemple. On a été accompagnés pour acheter du matériel. On a du matériel performant. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés sur les matériels. Maintenant, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Il y aura toujours le jour où le soignant, pour des raisons organisationnelles, X ou Y, d'urgence, aura un comportement où il faut qu'il se mette en alerte. Et c'est là que nous essayons de progresser maintenant. Je me tourne à présent vers Maud Bois. Vous êtes psychologue, animatrice de prévention à la résidence Chambéry de Villeneuve-d'Ornon, du côté de Bordeaux, un établissement du groupe Mieux Vivre et qui a également une autre animatrice qui est infirmière. Tout à fait. Comment définiriez-vous vos missions, celles de chacune, en lien avec l'ensemble des acteurs de la prévention et des acteurs professionnels ? Alors nous, on est vraiment là pour identifier, analyser des situations, mais comme on dit, à 2 sur une maison de 105 résidents, il faut avoir au moins d'autres perdus, on va dire. Donc, on a quand même fondé un groupe projet où on a inclus des fonctions totalement différentes. Ça va du technicien à une aide-soignante, à l'ergothérapeute, vraiment pour essayer que tout le monde ait un peu un regard vraiment pluridisciplinaire sur la vie au sein de l'EHPAD. Et puis, nous, du coup, on travaille ensemble. Alors, on fait un premier travail ensemble, vraiment ce groupe, pour évoquer ce qui nous pose question, ce qui nous interroge, avec un petit débriefing, avec des propositions aussi, pour ensuite faire le retour à la direction. Voilà, et comme je disais, je suis tout à fait d'accord avec Alexandre sur cette notion d'investissement de la direction. Ça doit partir de là, puisque je pense que c'est un équilibre c'est vraiment une balance entre les fonds financiers, parce qu'on doit acheter du matériel, et il faut bien les briques pour faire un bâtiment, on est bien d'accord. Mais si on n'a pas l'homme pour faire le reste, ça ne fonctionne pas. C'est pareil chez nous, donc c'est vraiment un équilibre entre les deux. Cette patience qui, du coup, est vraiment très importante. Je
je pense que ça, c'est assez fondamental parce qu'il faut répéter, revoir aussi les nouveaux salariés. Il y a en effet cette affluence de salariés en EHPAD. Donc, on a besoin de vraiment prendre ce temps, de discuter et d'expliquer pourquoi un peu jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que des fois, on explique... par exemple, on pourrait faire autrement. Et des fois, on nous dit « je sais ». Et j'ai envie de dire, j'interroge quand même dire, c'est-à-dire, tu sais, mais pourquoi, en fait, pour toi, pour l'autre, pour nous, enfin, et vraiment qu'il y ait ce sens au travail. Et alors moi, je suis convaincue que c'est pas parce qu'on est soignant qu'on doit aller jusqu'au point de s'épuiser pour prendre soin d'eux, voilà. Et au contraire, je suis plutôt partisane de prendre soin de l'autre, il faut prendre soin de soi. Donc c'est vrai que c'est un vrai équilibre qu'il faut trouver, qui n'est pas simple, certes, ça c'est sûr, et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience, ça on est bien d'accord. Et vous parliez précisément d'épuisement. Vous êtes certainement confronté, on le suppose, à des problèmes de turnover, qui fait que construire quelque chose de pérenne avec une équipe stable n'est jamais très simple. Comment essayez-vous de régler cette question? Comment y travaillez-vous? Alors l'avantage, c'est que nous, ma collègue infirmière et moi-même, nous sommes membres du CSE, donc déjà j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas de réunion supplémentaire pour se passer les informations, mais on travaille du coup en réunion de CSE aussi pour travailler sur la qualité de vie au travail, sur tout ce qu'on entend en off aussi, avec nos collègues qui des fois partent d'une blague et qui finalement peut être une idée. Et donc, on essaye d'avancer sur ce genre de sujet. Et on travaille aussi beaucoup sur ces nouvelles générations qui arrivent, qui sont du coup jeunes et qui ne sentent pas encore les articulations qui leur font mal et qui, des fois, ont tendance à être oui, mais moi, j'y arrive, je peux. Et de dire, oui, mais l'objectif, c'est de te protéger, en fait. Et alors, les anciennes nous aident aussi avec cet équilibre qui disent, moi, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux épaules. Et si c'était à refaire, du coup, j'aime bien me servir du matériel. Et puis, on a des anciennes qui sont passées d'anciens établissements où on n'avait pas forcément les rails. Alors, j'avoue que les rails restent une belle démarche aussi qui a été créée. Et aujourd'hui, on a des rails qui vont dans la salle de bain, dans l'EHPAD où je suis. Et c'est vrai qu'on est convaincus. Enfin, je veux dire, il y a des choses où finalement, la parole du soignant... l'animateur a presque attend derrière, elle se fait toute seule dans ces cas-là. Et en tant que psychologue de formation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la charge mentale et la prise en charge de cette charge mentale dans votre établissement? Alors moi, je me sers de l'outil Faire le point une fois par an. Déjà parce que ça me permet de légitimer un temps où on discute autant des TMS que des risques psychosociaux, parce qu'au passage, quand je vais voir les équipes de nuit, l'objectif, c'est de faire un peu les deux, parce que je me lève aussitôt, du coup, pour aller les voir. Mais on est sur cette démarche pour aussi revoir le DUERP tous les ans. Le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et c'est vrai que c'est une démarche un peu complète, j'ai envie de dire, et ça permet cet outil de rappeler la démarche, de redire qu'on est là, de se déplacer physiquement aussi. Quand je dis que l'homme est important, c'est qu'elle nous voit, parce que on ne voit pas toutes les équipes toute la journée. Je ne passe pas ma vie en cuisine ou avec les équipes de nuit. Et de leur redonner les moyens d'avoir accès à s'interroger, à transmettre, même si c'est avec... encore un petit peu de tâtonnement, puisque tout le monde part au fur et à mesure à la formation PRAPS chez nous, donc tout le monde ne l'est pas encore, mais c'est en cours, donc c'est d'initier un petit peu la démarche et de leur donner du sens que si vous vous êtes coupé, non, c'est pas normal, en tout cas remontez-le, il faut voir si on peut faire autrement, voilà. D'accord. Vous parliez de l'outil Faire le point, c'est celui que l'on trouve sur le site de l'INRS. Tout à fait. Ce qui est très simple, d'accord, parce qu'on clique et on a le résultat tout de suite. Donc, c'est très pratique, ça. Je vous propose maintenant de regarder une seconde vidéo. Nous nous rendons à la maison Hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve, à Baguet-Morvan, en Bretagne, où l'on s'est interrogé sur l'évolution des métiers et la réflexion à mener par rapport aux conditions de travail et à l'attractivité. Nous écoutons le témoignage de la directrice et d'un aide-soignant. Ce reportage concernant le témoignage paraîtra dans le numéro de juillet-août de Travail et Sécurité 2022. J'ai saisi l'opportunité de l'arrivée d'une nouvelle coordinatrice des soins
qui a donc rencontré chacun et chacune des professionnels de l'EHPAD, hein, donc qui s'est exprimé sur justement comment elle vivait aujourd'hui son métier auprès de la personne âgée. Donc on s'est fait aider par un organisme de formation pour nous appuyer dans la méthodologie. Et là, c'est-à-dire permettre aux professionnels de s'exprimer eux-mêmes sur leur quotidien, leur activité, par rapport à toutes les idées qui ont été émises. Hein. Donc l'encadrant de proximité a repris ça avec la coordinatrice des soins, mais en allant effectivement sur plus l'opérationnel. Et donc, avec ce travail vraiment au plus près du terrain, avec les professionnels qui ont repris justement leur position d'acteur, ça permet de donner plus de sens à leur travail et de leur permettre d'être plus créatifs. Parce qu'habituellement, on prend une idée générale et puis on la travaille en petits groupes, alors que là, c'était vraiment ouvert à tous les secteurs et tout le monde a vraiment pu exprimer sa vision des choses. C'est que ça devient tout de suite plus intéressant de travailler dans des conditions comme ça qui vous permettent justement de vous libérer au niveau bien-être du résident, de l'écoute, d'avoir du temps pour l'échange, pour avoir du temps pour les soins. Et je pense que ça offre un confort en final, aussi bien pour le résident que pour le soignant, et ce qui fait que ça crée des moments de complicité différentes, ça permet de voir les choses sous un nouvel angle aussi. Suite à ce reportage, un commentaire peut-être sur ces problématiques d'attractivité dans les EHPAD. Tout à fait. Je pense que la participation du personnel, comme on le voit à travers la vidéo, est essentielle. Pour deux raisons. Parce que déjà, les salariés qui sont au quotidien face à leur situation de travail ont plein d'idées, en fait, et il suffit de les questionner, de les faire parler, de leur donner la parole pour les recueillir. Et puis, c'est un facteur de motivation et de cohésion sociale dont on a besoin, surtout au sortir de 2 ans de crise. Maud Boin, Alexandre Vernet, est-ce que vous avez été confronté à ces difficultés d'attractivité, on le suppose, et comment est-ce que dans vos établissements, vous essayez de répondre à ces questions ? Je pense qu'il a été important, en sortie de la crise Covid, de remettre les collectifs de travail en place. La crise Covid, on a travaillé tous dans des secteurs très étanches, habillés différemment, et il fallait remettre un petit peu les choses, j'ai envie de dire, dans un cadre de normalité, en remettant en place, j'ai envie de dire, des temps où les équipes puissent se rencontrer. Donc là aussi, ça nécessite un investissement et une organisation pour que les équipes refassent équipe, en fait. Et puissent échanger, partager sur leurs pratiques, s'étonner à nouveau de ce qu'ils peuvent mettre en place de bénéfique pour les résidents, parce que c'est quand même ça qui les rassemble. Et aux directions aussi de mettre en place les outils et les moyens pour pouvoir assainir, j'ai envie de dire, ou apaiser les tensions qui sont énormes. Nous avons mis en place, par exemple, les analyses de pratiques professionnelles par une psychanalyste externe qui vient au moins rencontrer les salariés une fois par mois. On a mis en place le petit déjeuner gratuit le matin pour les salariés, pour qu'ils puissent se retrouver entre eux en dehors de la sphère du travail, que ce soit un vrai lieu d'échange et de pause. On a matérialisé tout ça, ce qui fait que le rayonnement de l'établissement, dans son secteur, les choses se savent. Nous remplaçons aussi les salariés. On essaye absolument d'éviter le vide. Le vide, les personnes non remplacées créent une stigmatisation des soignants en place qui sont malheureusement et institutionnellement obligés de faire un travail de mauvaise qualité, perçu en tout cas, parce que chacun se donne, on le sait, chacun se donne jusqu'au bout. C'est d'ailleurs le problème de cette sinistralité, de ces accidents du travail. Donc refaire l'équipe, reconstituer une équipe, fidéliser cette équipe, la recentrer autour des projets communs, et l'ALM en est une, parmi tant d'autres, mais essentielle, va permettre effectivement de produire des soins de qualité aux résidents, de satisfaire les professionnels et d'attirer aussi les ressources dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, créer aussi à nouveau des vocations. Les écoles d'infirmières, d'aides-soignantes ne remplissent pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de défections en cours de formation, et là, on doit s'interroger, nous, en tant qu'acteurs de santé, quelle action nous mettons en place concrètement pour refaire revenir ces vocations, faire revenir ces soignants dans les écoles, venir nous aider, porter assistance. Et là, il faut que chacun individuellement, chaque direction doit s'interroger face à son bureau, dans son fauteuil, à comment je fais. Je vous propose maintenant de passer à la troisième partie de cette édition et de passer en revue un certain nombre des questions qui nous ont été posées par les internautes.
Une question sur l'objectif de la formation ALM, donc accompagner la mobilité, et de son intégration dans la formation PRAP2S, donc prévention des risques liés à l'activité physique dans le secteur sanitaire et médico-social. Je me tourne tout d'abord vers Florence Milori, puis ensuite vers Alain Brunel. Quel est le but donc, de cette démarche ALM? Le but de la démarche ALM, c'est une démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques qui vise à supprimer les techniques de manutention, supprimer le port de charge délétère pour les professionnels lorsqu'ils effectuent un soin de transfert. Donc clairement, ça veut dire que les formations gestes et postures, c'est terminé. Et également de remettre en sens, de redonner du sens au travail, de redonner de l'autonomie à la personne. Et l'intégration dans la formation PRAP2S permet aussi d'évaluer, d'analyser des situations de travail en situation concrète, en équipe pluridisciplinaire, avec un accompagnement par l'animateur prévention et par le dirigeant de la structure, de proposer des pistes de solutions en prévention des risques professionnels. Alain Brunel, un complément peut-être? Alors, je pense que ça a été très bien décrit par Florence Milori. En fait, je peux peut-être rajouter, je pense, parce que on a souvent la question de la part de direction d'EHPAD, le PRAP, qu'est-ce que ça apporte de plus que les gestes et postures, en fait, hein. Alors, en plus, on l'a amélioré avec l'ALM, hein. Et souvent, je veux dire, c'est pas facile de convaincre un directeur d'établissement parce que c'est une formation qu'il faut s'engager pour plusieurs jours de formation par salarié. Et je pense que ça apporte en plus, et Florence l'a évoqué, c'est des compétences en communication et en savoir-être, au-delà des compétences techniques de connaissance des aides techniques, de mobilisation des personnes. Alors, je veux dire par là, pour mobiliser une personne, en fait, il faut avoir des compétences en communication pour lui donner des consignes claires et surtout se faire comprendre et s'assurer que la personne est capable de faire ces consignes. Une question sur le dispositif de formation SMS qui cible cette fois-ci les dirigeants, les animateurs prévention et les acteurs de terrain, les acteurs PRAP notamment. Qu'en est-il de l'encadrement, Florence Milori? Alors, autant les dirigeants vont être les pilotes de la démarche de prévention et les acteurs vont être les acteurs de terrain pour accompagner les personnes, autant l'encadrement a tout son rôle à jouer. L'animateur prévention a un rôle très important à jouer parce que c'est lui qui va animer et coordonner le projet de prévention. La formation PRAP2S, donc prévention des risques liés à l'activité physique dans le secteur sanitaire et social, de la dernière version, est-elle adaptée pour ce secteur qui, on l'a vu, est en crise quelque part? Elle est d'autant plus adaptée qu'elle va permettre d'agir sur les causes principales d'accidents du travail et de maladies professionnelles, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques et les chutes de plein pied. Elle va permettre de maintenir en emploi de soignants tout au long de sa carrière un soignant. Comment accompagner un EHPAD dans la mise en place d'une démarche TMS Pro et quelles aides financières sont possibles, Alain Brunel? Alors, il y a beaucoup de possibilités d'accompagnement des établissements. Mais je pense que, pour résumer, le plus simple, c'est que l'établissement s'adresse à son préventeur privilégié de secteur, en fait, hein. Et ce préventeur sera à même de conseiller l'établissement par rapport à sa situation. Alors, parce qu'on a vu qu'il y a des établissements qui sont concernés par TMS Pro, mais il y en a qui ne sont pas concernés par TMS Pro. En fonction du type de risque auquel il est exposé, quelle est la bonne démarche, l'aider à s'y retrouver au niveau des formations. INRS, hein, on a vu le référentiel SMS, acteur PRAP, pour qui, combien, quand, mais également les aides financières. Parce que les aides financières ont des critères et en fonction du positionnement de l'établissement, mieux que le site internet des CARSAT qui sont pourtant bien faits, le préventeur de secteur pourra conseiller utilement l'établissement et le chef d'établissement.
Quand vous parlez du préventeur de secteur, il s'agit soit du contrôleur de sécurité, soit de l'ingénieur conseil, soit de l'ergonome de la CARSAT qui est en lien avec l'entreprise. Tout à fait, c'est exactement ça. Comment persuader les directions à investir dans du matériel approprié, améliorant les conditions de travail et faire baisser ainsi les troubles musculo-squelettiques, Florence Milori? L'INRS a conduit une étude économique analysant les coûts et les bénéfices d'un investissement en prévention. Elle s'est réalisée dans 2 centres hospitaliers et elle a prouvé l'amélioration des conditions de travail et le maintien en emploi des professionnels, en particulier dans un centre hospitalier où un investissement en prévention a été rentable au bout de 3 ans et demi et a vu le taux d'accident de travail diminuer de 60%. Par rapport aux propos de Maud, c'est vrai que c'est intéressant d'analyser les risques a posteriori. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on rentre aussi dans une démarche de prévention et d'analyse des risques a priori. Beaucoup de salariés, et ça rejoint un petit peu toujours cette appétence professionnelle au prendre soin et à intégrer les difficultés. Les soignants, des fois, ne viennent pas déclarer des douleurs qui peuvent apparaître, ne viennent pas ouvrir la porte pour dire « je me suis légèrement blessé », c'est le début en fait de la sinistralité dans les établissements. Donc c'est important aussi de se positionner effectivement dans une analyse a posteriori des risques et des accidents du travail, mais aussi de communiquer auprès des salariés pour leur dire « attention, a priori, vous pouvez aussi venir dans le bureau, c'est pas grave de se blesser. » Enfin, si c'est grave, mais je veux dire, ce n'est pas grave de le déclarer en tout cas, parce que beaucoup de soignants aussi ont peur de ça. Merci pour ces précisions. Une question sur les exosquelettes. Qu'en est-il de l'usage des exosquelettes dans les EHPAD? On voit bien que les exosquelettes prennent de l'ampleur et sont déployés de plus en plus dans un certain nombre de secteurs d'activité. Qu'en est-il du cas particulier des EHPAD, Florence Milori? Alors, à ce jour, il y a très peu d'études concernant les exosquelettes chez les professionnels de santé. Elles sont plutôt ciblées sur des études hospitalières lors des retournements des décubitus ventrales des personnes en réanimation. Donc, dans les EHPAD, il y a très peu d'études. Dans tous les cas, avant d'envisager l'usage d'un exosquelette, il est absolument indispensable d'avoir mis en place une démarche de s'interroger sur les mesures de prévention collective en amont. Alors, la brochure INRS ED 6315, acquisition et intégration d'un exosquelette en entreprise, peut servir de base méthodologique, mais en tout cas, il y a une démarche de réflexion structurée avant toute acquisition d'un exosquelette. Et il y aura des faits très importants à prendre en considération si l'établissement retient ce mode d'outil d'aide pour le professionnel de santé, c'est qu'il faut qu'il soit accepté, qu'il ne génère pas d'autres contraintes délétères pour le soignant et qu'il soit accepté par le professionnel, mais également par les personnes aidées, par la famille, et qu'il soit intégré dans le projet d'accompagnement personnalité et dans le projet de prévention ressources humaines de l'établissement, dans le volet RH du projet d'établissement. Alors peut-être, comme ça a été dit, il faut quand même prendre des précautions. Par exemple, pourquoi mettre en place un exosquelette, par exemple, à la place de rails, alors que les rails jouent très bien leur rôle. Et surtout, l'avantage des personnes sur rails, c'est qu'il n'y a plus du tout de sollicitation physique des soignants, alors que les exosquelettes, il y aura toujours une sollicitation physique résiduelle. Ça veut dire que ça va peut-être s'adresser à des situations de travail un petit peu intermédiaires, où on n'a pas d'aide technique adaptée à cette situation, et un exosquelette qui est étudié pour ce type de travail va permettre de réduire les risques et puis peut-être d'apporter énormément aux soignants. Mais ça reste à écrire. Alors, je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer, mais il faut prendre des précautions, comme ça a été dit, en amont, faire des études d'impact pour pas que ça reporte le risque ou un risque supérieur, etc. Oui, donc, pour généraliser, oui, pour généraliser, les exosquelettes, comme tout dispositif d'assistance physique, ne doivent pas, dans leur mise en œuvre, faire l'économie d'une évaluation des risques et des mesures de prévention collective adaptées. Quelle organisation pour mieux pallier les absences imprévues? Florence Milori, Alain Brunel, et si nos témoins le souhaitent, compléter.
pour pallier aux absences imprévues, il y a peut-être déjà en amont une organisation des ressources humaines à mettre en place de façon à déjà pallier au remplacement de congés annuels, d'arrêts maladie longs, d'arrêts de congés maternité. Pour les absences imprévues, il peut y avoir par exemple un pôle de personnes vacataires que l'on a pu fidéliser, qui interviennent en cas de besoin. Il y a également certaines applications et plateformes RH qui permettent de faire appel à des professionnels. Et c'est vrai qu'il convient quand même d'être prudent et de respecter, si on a des personnes volontaires salariées dans un établissement, de respecter aussi les temps de repos, de manière qu'on n'ait pas de la fatigabilité de personnes qui voudraient rendre service et qui se retrouvent en situation de fragilité due à de la fatigue et qui est une source d'accidents de travail. Moi, je rejoins beaucoup aussi Florent sur la notion. Alors, ma collègue référente infirmière qui est avec moi animatrice emploie beaucoup le mot anticipation. Donc, ça me parle beaucoup sur les congés. Voilà, donc je l'entends beaucoup évoquer ce mot. Et c'est vrai que c'est important puisque comme on ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser, ce qui paraît normal de toute façon, mais on est sur une base pour essayer de se protéger et de ne pas être surexposé justement après au quotidien et puis d'être là encore plusieurs parce que ça reste un travail quand même important qui quand même nécessite un investissement où il faut, quand on anticipe, c'est une stagiaire infirmière qui va peut-être vouloir venir travailler cet été en aide-soignante, qui valide, qui a le niveau et qui peut du coup venir l'été. Et c'est vrai que c'est du coup en amont, quoi. C'est pendant le stage. Tout le monde a son importance parce que finalement, ça peut avoir des répercussions sur cette anticipation qui est nécessaire, sachant qu'on ne peut pas toujours anticiper le matin à 7h à l'embauche. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est au moins pouvoir faire un peu. Oui, Alexandre Vernet. Effectivement, la question des remplacements, notamment de dernière minute, parce que c'est vrai que sur la programmation et l'anticipation des remplacements, j'ai envie de dire courant, on arrive relativement bien, en tout cas en ce qui nous concerne notre établissement, à programmer et à remplacer suffisamment. Et après, pareil, on reparle du rayonnement de l'établissement, de ce qu'il peut renvoyer aussi sur l'extérieur. Il faut savoir que les poules de remplacement et de vacataires se parlent entre eux, se connaissent, se croisent ailleurs dans d'autres établissements. Et à partir du moment où on soigne aussi, où on accueille favorablement, chaleureusement, qu'on explique qu'on a un processus d'intégration aussi de ces remplaçants qui ont aussi un jeu important, un acte important à venir travailler avec nous, qu'on les inclut aussi dans nos projets. C'est pas parce qu'on est vacataire ou remplaçant qu'on peut pas participer à un projet d'établissement ou participer à une bulle du projet d'établissement. Ce sont des choses à travailler, ce sont des choses à mettre en place, et ça fait partie de la culture d'établissement. C'est quelque chose qui ne se dit pas, qui se fait naturellement, et à partir de là, on arrive à trouver des leviers pour pouvoir remplacer au dernier moment. Alors via des applications, effectivement, nous avons découvert ça il y a 3-4 mois, des applications qui permettent de recruter rapidement du personnel du matin pour l'heure suivante. Ça rassure les salariés. Ils savent qu'en venant au travail, ils ne vont pas être en sous-effectif, qu'ils vont être suffisants pour prendre en charge correctement les résidents. Reste la finalité quand même de nos établissements, de bien prendre soin de nos aînés et de la satisfaction des soignants à bien le faire. Comment prévenir les RPS, risques psychosociaux, chaque jour et dans la durée, Florence Milori? Alors, les risques psychosociaux, il en va des risques psychosociaux comme pour tous les autres risques professionnels. Il y a 4 circonstances qui peuvent amener à engager une démarche de prévention. C'est dans l'évaluation des risques des activités de travail existantes, également lorsqu'il y a une modification profonde de l'organisation de travail qui va avoir un impact sur les conditions de travail, en cas de situation d'alerte et en cas d'atteinte à la santé déclarée en accident de travail ou maladie professionnelle. La prévention des risques psychosociaux, c'est une responsabilité
de l'employeur. Elle s'appuie sur une démarche collective pluridisciplinaire en interne, direction, encadrement, instance représentative du personnel dans un cadre de transparence et de dialogue social, mais également en associant les services de prévention en santé au travail, les caisses assurance retraite santé au travail et une implication également des instances représentatives du personnel. Les internautes intéressés pourront retrouver l'ensemble des informations mises à disposition par l'INRS sur le site de l'INRS, www.inrs.fr, sur la page risques psychosociaux. Je pourrais peut-être rajouter sur les RPS un petit peu les possibilités des caisses régionales pour aider les établissements, parce que c'est un risque important. Et donc, le premier conseil qu'on peut donner, c'est pas jamais se laisser submerger par ce risque et toujours anticiper, puisqu'on a utilisé le mot anticiper, c'est très important. Et après, je m'appuie aussi sur ce qui a été dit. Dans la formation d'animateurs de prévention SMS, il y a une approche du risque RPS. C'est une formation qui est multi-risque en fait. Et donc, avec l'utilisation de l'outil Faire le point. Et donc, ça peut faire partie des travaux d'intercession qui sont demandés lors de cette formation. Alors en outre, les caisses régionales peuvent proposer des formations spécifiques aux risques psychosociaux aux acteurs de la prévention dans les établissements. Donc bien penser à leur demander. Ces formations peuvent être faites par du personnel des caisses régionales ou alors par le secteur privé, auquel cas il faut le financer. Donc c'est pareil, le préventeur lié à l'établissement peut conseiller sur les financements pour faire ces formations. En dernier lieu, il existe aussi des consultants spécialisés parce que tous les établissements n'ont pas la chance d'avoir une psychologue du travail. Et donc, faire appel à un psychologue du travail ou quelqu'un qui a ces compétences-là à travers un cabinet spécialisé, labellisé dans les régions, c'est quelque chose. Vous pouvez vous rapprocher aussi de la caisse régionale pour avoir ces listes et donc faire appel à ce type de personnes compétentes. Merci pour cette précision. Comment intégrer ou mieux intégrer la prévention des risques professionnels à l'occasion de la conception de nouveaux locaux, de travaux de rénovation, d'une évolution de l'organisation, et quelle organisation participative doit mettre en place une entreprise dans le cadre d'un projet architectural tel que la conception d'un nouveau bâtiment, par exemple, Alain Brunel? Alors là, il y a vraiment deux mots-clés, c'est le timing et ensuite la participation, le mot qu'on a beaucoup utilisé. Le timing, c'est d'être au plus tôt. Alors évidemment, il ne faut pas commencer 10 ans avant la construction de l'EHPAD, ça serait un petit peu déplacé et inutile, mais dès la phase programme, pour pouvoir intégrer la prévention dans les éléments de départ du projet, dans le cahier des charges et dans aussi les finances nécessaires. Voilà. Sachant que c'est un investissement qui, globalement, se récupérera sur les années à venir. Mais par exemple, si on veut installer des rails, on veut du dimensionnel dans certaines pièces, etc., il faut l'intégrer dans le budget. Autrement, ça ne sera pas possible et ça sera difficile à rattraper par la suite. Donc, en termes de timing, il y a cet aspect. Et après, la participation. Mais ça a été dit à plusieurs reprises, le plus tôt possible, mettre en place un groupe de travail avec donc avec un peu toutes les professions représentées, mais aussi des opérationnels et des experts, pour intégrer le projet de conditions de travail, de santé au travail du projet, en fait, ces éléments de projet, et que ce soit traduit dans les plans et ensuite dans la réalisation des plans. Et que ce soit au plus près de finalement les retours d'expérience qui existent et qui sont disponibles auprès de ces personnels. Que faire contre les risques de chute de plein pied chez les salariés? Florence Milori et peut-être Alain Brunel sur la conception. Il y a, pour prévenir des chutes de plein pied, une réflexion à avoir en termes d'organisation de travail concernant le nombre de déplacements qui sont réalisés, l'amplitude de ces déplacements, s'il y a des longs couloirs, quelles sont les dénivellations, est-ce qu'il y a des différences de hauteur, par exemple au sortir d'un ascenseur quand on manipule des chariots qui sont lourds, organiser les flux de circulation des circuits et des entrées et des sorties tant des personnes que des matériels, des chariots roulants et du respect des circuits sales et propres pour le linge et la restauration, et également veiller à ce que les espaces de circulation, les couloirs,
les escaliers soient bien éclairés et dégagés de tout objet encombrant. Et concernant la conception des locaux, je laisserai mon collègue Alain Brunel l'évoquer. Oui, on peut rajouter que les revêtements de sol sont un élément très important à prendre en compte du départ en fonction des usages, en fait, et du type de locaux. Par exemple, on ne va pas mettre le même type de revêtement de sol dans le cabinet de toilette de la chambre du résident, dans les couloirs ou dans la cuisine. Donc ces revêtements de sol auront des qualités antidérapantes variables en fonction du type d'ambiance aussi, si c'est une ambiance humide ou non. Et ils devront aussi intégrer une nettoyabilité aisée. Il ne faut pas oublier qu'il ne faudrait pas gagner en risque de chute mais perdre en pénibilité, en TMS pour les personnes qui sont chargées de nettoyer les surfaces au sol. Ce qui est important quand vous parliez de faire participer justement les gens qui travaillent dans ces zones-là, nous c'est vrai qu'on a été confrontés à cette notion d'ambiance, de luminosité. C'est vrai qu'on peut penser par exemple que certaines pièces, c'est intéressant d'avoir une lumière automatique qui va s'éteindre toute seule. Et puis finalement dans la pratique, on se rend compte que le temps d'attraper ce qu'on a besoin dans la pièce, il faut agiter le bras pour allumer la lumière et du coup il faut peut-être passer sur un interrupteur. Quand bien même, il faut penser à l'éteindre, on est bien d'accord à la sortie, mais finalement, c'est une vraie réflexion globale sur l'utilité de la pièce, ce qu'on va y mettre, puisque un local de rangement a un terme très général, et finalement, ça peut être la même chose en fonction de ce qu'on range. Est-ce que c'est des produits d'entretien? Est-ce que ce sont du matériel médical où on a besoin peut-être de réfléchir sur telle ou telle chose qu'on va devoir choisir en même temps qu'on est devant le matériel pour le résident? Et c'est vrai que des fois, on a besoin de ces choses-là qui, finalement, sont sur la vie de la structure. Bien, je vous remercie pour l'ensemble de ces réponses, de ces éclairages et de ces témoignages. Vous pouvez retrouver donc l'ensemble des informations utiles sur le site de l'INRS et sur les sites évidemment des CARSAT et de la CRAMIF. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition des Rendez-vous de Travail et Sécurité.